royaume des pâtissiers, il est le roi, sans conteste et sans rugir. Partout célébré, Pierre Hermé est un doux faiseur, un doux rêveur aussi, qui pensait que les coups de foudre ce n'était que dans les films, jusqu'à ce qu'il débarque du côté d'Aléria, avec ou sans filtre. Et voilà Pierre, et bienvenue dans votre vie. Vous êtes directement au but. Je te connais celui-là. Oui, vous devez même bien le connaître. Oui, c'est moi tout petit, mais c'est une photo que j'ai retrouvée dans les archives de ma maman après son décès. Et c'est une photo de moi tout petit, je vais être tout bébé là. Vous êtes né il y a presque 60 ans maintenant. Hein. Ouais, en 1961. 61, en novembre 61, et vous serez fils unique. Oui. Hein? Et alors, il y a une particularité chez vous, Pierre, dites-moi si je me trompe, c'est que très vite, quand vous allez vouloir voir vos parents, il faudra aller... Dans la boulangerie, parce que mes parents étaient boulangers-pâtissiers. La maison Pierre Hermé, la maison Hermé, pardon, a été créée en 1870. Et ça, c'est l'enseigne de mon arrière-grand-père, qui s'appelait Émile Hermé. Et on voit encore l'influence de l'appartenance de l'Alsace à l'Allemagne. Parce qu'on est où là? On est à Colmar. On est à Colmar, en Alsace. Et vous arrivez à lire ce qui a marqué d'ailleurs en allemand, là encore aujourd'hui? Bäckerei, ça veut dire boulangerie. Mehl und Kleie. Kleinweizen, ça veut dire, Mehl, c'est la farine. Kleinweizen, c'est du petit blé. Donc vous parlez encore couramment allemand? Mes parents sont nés en 1930. Donc ils ont subi la guerre, et pendant la guerre, ils ont appris l'allemand. Ils ont été à l'école allemande, ce qui fait qu'à la maison, on regardait autant la télévision allemande que la télévision française. Et à l'école, ma première langue a été l'allemand. Ah oui, effectivement. Et là, c'était une institution à Colmar. Énormément d'employés, là, hein? Oui, oui, oui. Tant et si bien que, effectivement, vos parents, ils vont passer leur vie dans cette boulangerie. Alors en fait, mon père a repris la boulangerie à la mort de son père en 59. Ouais. Et il s'est marié en 1960. Et moi, je suis arrivé en 61. Et moi, j'ai passé mon enfance dans la boulangerie. Et pour voir mes parents, il fallait que je sois ou avec ma mère dans la pièce attenante du magasin, ou à l'atelier avec mon père, parce que ils y passaient leur journée. Ah oui. Donc la vie familiale était autour du métier de mes parents. Eh bien, vos parents, ils sont là, on va en parler un petit peu. Vous allez les décrire? Alors donc, Georges et Suzanne. Ça, c'est une photo qui a été prise lors de leur 20e anniversaire de mariage. Ma mère, donc, Suzanne Hermé et Georges Hermé. Comment on pourrait les... Quel caractère on peut qualifier? Alors, on va commencer peut-être avec votre maman. Ma maman, assez dure et très orientée sur la discipline. Ah oui. Et mon père, plus bienveillant et plus facile, mais en même temps moins présent, parce qu'il il travaillait tout le temps. Toujours en tournée même, hein, il allait distribuer un petit peu le pain ailleurs. Alors en fait, la boulangerie familiale était dans un quartier maraîcher et ouvrier, et donc mon père allait livrer chez les gens, et puis le week-end, j'allais faire les livraisons avec lui. Tous les gens qui commandaient des gâteaux, j'allais faire les livraisons, parce que du coup, ça me faisait de l'argent de poche. Alors vous étiez avec lui, est-ce que vous parliez beaucoup? Est-ce que c'était une famille où il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de... Ou est-ce que c'est... En Alsace, on est plutôt des taiseux. Ouais. Ça veut dire que les choses se disent pas forcément. Alors, bien sûr, on discutait à table, on discutait, mais sur les sentiments, sur les choses de la vie, on est plutôt des taiseux, et on donne les choses plutôt à ressentir. Mais je vois aujourd'hui la différence avec mon épouse qui est corse,
Et c'est vrai qu'on parle beaucoup plus, on est beaucoup plus expansif sur les sentiments, sur le ressenti. Qu'on ne l'était chez moi en Alsace. Avec la famille, dans la famille Hermé. On va venir à vous, qui avez grandi un petit peu. Elle est mignonne, cette photo. Parce qu'on a remarqué que vous avez déjà un tablier, là. En fait, pour être dans l'atelier, il fallait être habillé en pâtissier. Et donc, ça doit être mon premier vélo. Ça doit être, je devais avoir 5 ans, je pense, sur cette photo. Je situe ça à 5 ans. Parce que c'était déjà le four. Mon père avait fait changer le four. Et j'étais tout petit quand il a fait changer le four. C'était déjà le nouveau four de boulanger. Et alors, quand j'étais petit, j'avais le droit de faire la plonge. J'avais le droit de faire nettoyage des plaques de cuisson. J'avais le droit d'éplucher les marrons, de dénoyer les fruits, parce que c'était des petites tâches qui étaient peu engageantes. Tu m'étonnes. Mais ce qui est rigolo, c'est que si vous aviez le droit, ça veut dire que vous demandiez, vous. C'est ça? Oui, moi je voulais m'occuper, je voulais être avec mon père. Et comme il était tout le temps dans son atelier, je voulais être avec lui, donc je voulais faire des choses. Et puis, assez rapidement, vous avez voulu faire comme votre père aussi. Alors, moi, dès 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais pour moi, c'était une évidence. Ma mère, elle a timidement essayé de m'en décourager par rapport à son expérience personnelle, parce que ma mère ouvrait la boulangerie à 5 h le matin avant que les gens aillent à l'usine, parce qu'il y avait donc, une usine de textile pas très loin de chez nous. Donc il fallait qu'elle soit ouverte avant que les gens aillent au travail pour qu'ils aient acheté leur petit pain, leur pain. Ouais. Donc elle ouvrait la boutique à 5 h. Donc ma mère me disait « Mais tu ne trouveras jamais une femme qui veut faire ça ?» Donc elle m'a dit « Il faut faire un autre métier. » Mais c'était timide comme découragement. Et par contre, mon père a toujours été plutôt encourageant. Et à l'origine, je devais pas aller à Paris pour faire mon apprentissage. Je devais faire mon apprentissage en Alsace. Et finalement, grâce à une annonce dans les dernières nouvelles d'Alsace. Une annonce de lui ? De la maison Le Nôtre. Je suis arrivé en Alsace. Un petit peu. Pardon, je suis arrivé à Paris. Avant d'arriver à Paris, Pierre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous voyez cette annonce, Le Nôtre cherche apprenti. Dans les dernières nouvelles d'Alsace. Et il faut écrire une lettre. J'écris une lettre avec ma grand-mère. Votre grand-mère qui vous aide, elle habitait au-dessus. Elle habitait au-dessus. Voilà. Et puis, réponse de Le Nôtre, en disant il faut venir vous présenter à telle date. Donc mes parents, on prend l'avion et on va à Paris, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de TGV. Et donc, nous sommes allés à Paris faire la présentation. J'ai été embauché parmi 40 autres apprentis. Et le 28 août 1976, je débarque à Paris avec ma valise dans le métro. Et on s'arrête là. 28 août 1976, vous débarquez à Paris dans le métro. Et la suite de l'histoire, on va le dire à côté. Okay. D'accord ? Allez, venez avec moi. Asseyez-vous, Pierre. On est arrivé à Paris. 1976, et on va vous retrouver dans la boutique, chez Le Nôtre. Hein. Ça, c'est le jour, vous êtes très entouré. Quand arrive le soir, quand vos parents vous laissent en 1976, vous n'avez même pas, vous avez quoi? Vous avez 14 ans, 15 ans 14 ans, oui. 14 ans. Ils vous laissent dans une chambre de bonne le soir, et ils s'en vont. Non, mais ils ne sont pas venus avec moi, je suis venu tout seul. Ah oui? Je suis venu tout seul à Paris. Donc vous arrivez seul à Paris à 14 ans. 14 ans. Chambre de bonne. Chambre de bonne que je partageais, donc qui devait faire une dizaine de mètres de carrés, que je partageais avec un autre garçon qui était en apprentissage avec moi, Régis Durand. Et ça, c'est déjà maintenant au moins 4 ans plus tard. Mais c'était mais j'ai passé de formidables moments et j'avais qu'une envie, c'est d'apprendre. J'étais là pour apprendre un maximum. Je voulais tout savoir, je voulais tout apprendre. Au bout de 3 semaines chez Le Nôtre,
pas 3 semaines, pardon, je voulais dire 3 mois, tout le monde savait que j'étais le jeune qui voulait apprendre et qui était toujours disponible. Moi, le soir, j'avais rien à faire. Donc, s'ils avaient besoin de moi pour aller faire des conneries, mettre sur des plateaux dans les réceptions, enfin, s'ils avaient besoin de moi, j'étais disponible. J'avais rien d'autre à faire. Et quand je rentrais chez moi, je lisais des bouquins de pâtisserie, j'essayais de me renseigner sur le métier, sur ce qui se faisait ailleurs. Enfin, ouais. J'étais vraiment omnibulé. Je me rappelle pratiquement de tous les noms des gens qui sont sur la photo. Et pour matérialiser ce que vous dites, justement, que vous êtes prêt à tout faire, j'ai mis cette composition-là. Parce qu'on voit que, eh bien, là, vous êtes à plonge, hein. Vous occupez tous les postes, partout, toujours, tout le temps, même le week-end, quand on a besoin de vous. Ça, c'est une photo qui est liée à la photo précédente, parce que c'était dans la même boutique, qui est la boutique Le Nôtre de Victor Hugo, où là, je nettoyais le congélateur, parce que il fallait entretenir le matériel. Vous l'avez évoqué, vous en parlez depuis tout à l'heure. Vous dites d'ailleurs « Monsieur Le Nôtre ». Et Monsieur Le Nôtre, on va le mettre là, Monsieur Le Nôtre. Alors là, c'est une photo qui m'a été envoyée par un de mes amis, un de mes anciens collègues de chez Le Nôtre. Au milieu, donc, Monsieur Gaston Le Nôtre. À droite, une de ses filles, Sylvie. Le monsieur qui est à gauche, je le connais très très bien, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. C'est un monsieur qui s'appelle Philippe Rousselet, qui a inventé les pièces montées chez Le Nôtre. C'est-à-dire qu'il a mis au point tout le travail du décor chez Le Nôtre. Et c'est quelqu'un qui a été avec Monsieur Le Nôtre dès le début. Et quand j'ai fini mon apprentissage, je voulais aller au poste décor. Pour moi, c'était le Graal. Et grâce à lui, j'ai donc pu arriver au décor parce que durant mon apprentissage, les week-ends, quand j'avais rien à faire, je venais travailler au décor juste pour moi, pour le plaisir. Donc, c'est quelqu'un par qui j'ai appris beaucoup de choses, et notamment une certaine esthétique dans la pâtisserie, une certaine idée de l'esthétique dans la pâtisserie. Pourquoi ça vous touche autant ? C'est des souvenirs de jeunesse, c'est les gens qui vont vous aider, qui m'ont aidé à me construire, à faire qui je suis aujourd'hui. Parce que Pierre, c'est marrant, c'est important dans une vie, les gens qui vous aident à vous construire. Ben oui, parce que Le Nôtre, Monsieur Le Nôtre, comme vous dites, je l'ai mis là parce que il va faire un des plus beaux compliments qu'on vous a jamais fait aussi. Un jour, vous faites une démonstration. Oui. Faites une démonstration, il y a votre mère qui est là, et qu'est-ce qui se passe ? On fait une démonstration, oui, pour un congrès de pâtissiers, et ma mère voulait absolument rencontrer Gaston Le Nôtre. À l'époque, je devais avoir 18-19 ans, et ma mère voulait voir Monsieur Le Nôtre pour demander comment son fils travaillait. Alors, il lui dit alors, Monsieur Le Nôtre, bonjour, je suis la maman de Pierre Hermé, et comment il travaille ? Alors, Monsieur Le Nôtre, il dit, vous savez, Madame Hermé, si j'avais un fils comme Pierre, je serais le plus heureux des hommes. Il a dit ça. C'est grâce à eux que je suis devenu professionnellement ce que je suis, quoi. Donc, c'est pour moi toujours important. Et c'est toujours ce que j'ai appris dans mon apprentissage, ça reste le socle de mes connaissances. Ça reste mon univers de référence. Et je crois que dans un métier, c'est extrêmement important, ce socle de connaissances, de savoir-faire. C'est ce qui permet de construire une personne dans son métier. C'est super, super important. Monsieur Le Nôtre, à un moment, il va vouloir vous amener aux États-Unis. Il va dire, allez, on part. Et là, vous allez dire non. Vous préférez quitter Le Nôtre, finalement. Hein, et quitter le giron Le Nôtre, oui. Et puis un jour, vous allez passer un entretien pour travailler chez un traiteur qui est assez connu sur la place parisienne. Je montre la photo, puis vous nous expliquez comment ça se passe. C'est ici. Alors, donc là, on est chez Fauchon.
Qu'est-ce qui vous prend d'aller chez Fauchon, Fauchon? je reçois un coup de fil d'un ami, Serge Breda, meilleur ouvrier de France, qui est un ancien chef pâtissier de Fauchon, et qui me dit, écoute Pierre, chez Fauchon, ils cherchent un chef pâtissier, est-ce que ça t'intéresse? J'avais 24 ans à l'époque. On est en 1985, là. Voilà. Et donc, je lui dis, ouais, mais Fauchon, bon, c'est connu, c'est une maison très connue, c'est un traiteur mondialement connu pour ses produits d'épicerie fine, pour les fruits, pour les légumes incroyables. Mais pour la pâtisserie, moi, je trouve pas ça terrible. Et puis, finalement, je vais à l'entretien. Et le directeur commercial de l'époque, qui était chargé de recruter le chef pâtissier, me dit, mais Fauchon, c'est ceci, c'est cela. J'ai écouté, oui, je suis d'accord avec vous, mais pour la pâtisserie, non. Pour la pâtisserie, moi, c'est pas ma référence, c'est pas ce que je ferais. Si j'étais chef pâtissier chez Fauchon, je ferais autrement, je ferais comme ceci, je ferais comme ça. J'ai commencé à lui expliquer. Et je pense que c'est ce qui lui a donné envie de faire confiance à un jeune qui a de 24 ans pour prendre en main une équipe de 32 pâtissiers chez Fauchon. Mais grâce à vous, justement, Fauchon, vous allez apporter des idées, parce qu'effectivement, vous avez un savoir-faire, maintenant, on l'a bien compris. Et ces idées, c'est un jour, vous dites, et si on faisait des pâtisseries de saison? C'est ça, non? Ça se passe comme ça? Alors, c'est presque ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à proposer des nouveautés chez Fauchon, on me disait, non, mais c'est pas très Fauchon, comme... C'est pas très... Et... Donc, j'étais encore en période d'essai. Je vais voir la personne qui était mon N+1. Je lui dis, mais si c'est comme ça, vous m'avez donné un objectif, c'est de faire de Fauchon la meilleure pâtisserie de Paris. Si chaque fois que je présente un truc, on me dit que ça va pas, et que je pense, moi, que c'est bon, comment on va faire? Je dis, il faut trouver un système. Il faut trouver un système statutaire. Ça veut dire qu'on présente des collections printemps, été, automne, hiver. On peut faire une dégustation avec la direction si vous voulez, mais après je fais ce que je veux. Et il m'a dit ok, on y va. Et donc c'est comme ça que j'ai mis en place le système des collections qui a perduré et qui perdure encore aujourd'hui et qui a donné un mouvement d'ailleurs à l'ensemble de la profession. Mais en même temps, c'est normal, on mange pas la même chose l'été que l'hiver. Au printemps et en automne, on mange pas la même chose. Et donc, c'est normal que les gâteaux aussi suivent le rythme des saisons. Et ça vous donne confiance en vous, parce qu'on va faire un petit bond dans l'histoire, mais à partir de ce moment-là, vous vous dites, mes idées, en fait, je pourrais même les proposer à d'autres personnes. Et quelques années plus tard, vous créez votre entreprise de consulting où vous donnez justement des conseils aux uns et aux autres pour améliorer leur pâtisserie. Et un de vos premiers clients, c'est La Durée? Alors, effectivement, donc, La Durée était une petite boutique du quartier de la Madeleine, mondialement connue pour ses macarons. Mais il y avait une seule boutique et le savoir-faire était dans les carnets des individus. Il y avait même prix de revient, personne ne savait combien ça coûtait ce qu'on fabriquait. Enfin, et puis, il y avait surtout une identité de marque qui était très flou. Il y avait au moins 10 façons de faire le logo La Durée. Et le logo La Durée que vous voyez là sur la façade, c'est moi qui l'ai fait faire par un graphiste. Parce que je trouvais qu'il fallait avoir un seul logo et le décliner sur tous les emballages. Une seule couleur. Et les emballages que vous voyez en bas, c'est moi qui les ai fait créer à l'époque. Et puis vous institutionnalisez autre chose aussi. C'est comme vous dites, le savoir-faire qui est un petit peu éparse, on en trouve un petit peu ici, des notes fragmentaires. J'ai fiabilisé le savoir-faire. Ça veut dire que j'ai établi des recettes claires et précises, partagées par tous et toutes, et puis fait des prix de revient, enfin fait... Et surtout, j'ai ouvert cette boutique sur les Champs-Élysées. J'en ai été le maître d'œuvre. Bien sûr, c'est le propriétaire de La Durée qui a décidé de la construction et de l'aménagement. Mais c'est moi qui en ai fait qui a été la cheville ouvrière de ce projet. Tant et si bien qu'un jour, vous vous dites, pourquoi pas moi, quoi. En parallèle, j'ai toujours eu pour ambition d'ouvrir une boutique Pierre Hermé. Et la première boutique Pierre Hermé a ouvert ses portes en 1998
à Tokyo. Et elle ressemblait à ça, non? Voilà, dans l'hôtel New Otani. Et quand vous ouvrez cette boutique, Pierre, quand vous ouvrez cette boutique... 14 mètres carrés, la boutique. 14 mètres carrés, hein, c'est la même encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais Elle existe toujours aujourd'hui. Quand vous ouvrez cette boutique, Pierre, il y a la durée qui le prend très mal et qui dit « ça va pas durer, Pierre Hermé, vous allez vite vous casser la gueule ». Non, en fait, la durée, ils ont été vexés parce qu'on les avait proposé, on leur avait proposé de les associer au projet, ils ont refusé. Mais quand nous, on a ouvert la première boutique, ils ont rompu le contrat et donc, du coup, ça a permis le développement de la marque Pierre Hermé, une deuxième boutique à Tokyo en 2000 et la première à Paris en 2001. Vous anticipez, parce que ça, on va en parler justement dans une autre pièce, parce qu'effectivement, le développement de Pierre Hermé, ça va être quelque chose. Hein? C'est la première boutique de la marque et c'est au Japon, parce qu'à l'époque, on avait du mal à trouver l'argent à Paris. Allez, venez avec moi. Dernière pièce, Pierre. Derrière ces écrans des surprises. Tiens, approchez-vous. Une surprise, c'est celle-là quand même, hein, finalement. Hein. C'est la première boutique, c'est quoi ça? Alors ça doit être certainement la boutique tout au début, quand on a ouvert. Rue Bonaparte, c'est à un Paris. Noël, c'est pareil, c'est la même boutique de la rue Bonaparte, quelques temps après. Incroyable. Et tant et si bien qu'aujourd'hui, Pierre Hermé, on a des boutiques, il y a 60 boutiques dans le monde, c'est oui, ça? environ 60 boutiques. 60 boutiques dans le monde, et dans le monde entier. Hein, on en a au Qatar, en Angleterre. Dans une douzaine de pays. Et même, il y en a même là des macarons, Pierre Hermé. Même dans l'espace, Pierre. Comment? Alors ça, c'est l'histoire d'une rencontre. Et on a travaillé pendant 2 ans sur ces macarons parce que ces macarons devaient pouvoir se conserver à plus 50 degrés et à moins 50 degrés. Et ne devaient pas faire de miettes. Parce que dans l'espace, une miette, ça peut être une catastrophe. Et oui, ça peut endommager tout le système. Voilà. Ouais. Donc, on a envoyé les macarons, mais sans savoir si Thomas Pesquet allait les manger dans son coin et ne pas en parler, parce que l'agence spatiale n'avait pas le droit de lui demander de les faire voir. C'était juste à titre expérimental. Et ça ne faisait pas partie de sa mission, mais comme c'était son jour anniversaire, il a jonglé avec les macarons. Il a jonglé avec les macarons. Excellent, excellent. Tant et si bien qu'arrive 2016, et il y a ça. Alors 2016, c'est la consécration, Pierre. On peut dire que c'est la consécration ou pas? Oui, quand même, meilleur pâtissier du monde. C'est formidable, mais il reste encore tellement de choses à faire. Parce que quand on dit... Par consécration, j'entends achèvement. Et en fait, je me dis non, il y a tellement de choses encore à faire. Et donc ça, c'était donc à New York, oui, le World 50 Best, donc m'a nommé comme étant le meilleur pâtissier avec un ami de longue date, Alain Ducasse, parce que Alain Ducasse, nous sommes retrouvés ensemble en 76. Moi, j'étais apprenti, lui, il était stagiaire chez le nôtre. Donc on se connaît depuis très longtemps. Et Massimo Bottura, que je ne connaissais pas et que j'ai rencontré ce jour-là. Et on avait vraiment sympathisé. Depuis, on s'est revus plusieurs fois. Et voilà. Et alors, autre signe de la consécration, peut-être ça, Pierre. Ça, c'était drôle. Au musée Grévin. Alors, on devine qui est le vrai. Hein. Le vrai, c'est celui qui a les yeux fermés, bien sûr. Pierre. Oui, vous faites aujourd'hui partie des 50 Français les plus importants du monde. Hein. Qu'est-ce que la famille en pense de ça? Eh bien, on va en parler là. Avec cette photo, Pierre. Je n'ai que celle-là. C'est votre maman. C'est ma maman. On se souvient que quand vous êtes arrivé en 76, vous avez dit que vous travailliez beaucoup, mais surtout, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, c'était pour ne pas décevoir vos parents. Ah oui, j'avais qu'une peur, c'est qu'on me dise que j'étais pas à la hauteur. Quand, face à cette réussite... Ma maman, elle devait avoir environ 85 ans. Qu'est-ce qu'ils en pensaient, vos parents, de votre réussite?
En fait, ma mère, elle avait qu'un souci. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as maigri? Est-ce que tu as maigri? Et puis c'est tout, c'est ce qui l'intéressait. Je crois que la réussite en tant que telle ne l'intéressait pas particulièrement. Ce qui l'intéressait, c'était son fils. Et c'est normal en même temps. Tant et si bien qu'un jour, quand vous êtes appelé à l'Élysée pour recevoir la Légion d'honneur, et qu'elle est invitée, elle aussi. Ah oui, bien sûr, c'est Jacques Chirac qui m'a remis la Légion d'honneur et je pouvais inviter 20 personnes et bien sûr j'ai invité ma maman, mais elle n'a absolument pas voulu venir, même pas en rêve. Par contre, elle m'a dit je veux une photo. Voilà. Et voilà. vous lui avez donné cette photo. Et donc l'Élysée m'a communiqué quelques photos et bien sûr j'ai donné cette photo à ma maman parce que c'est ce qui l'intéressait. À venir. Elle ne voulait pas se déplacer, elle ne voulait pas venir. La famille, votre famille, et puis il y a la famille qu'on se crée aussi dans la vie. Bien sûr. Et on va aller là. Un jour, on vous appelle pour venir en Corse, pour parrainer un festival gastronomique, et vous arrivez, et j'ai mis cette photo, moi. Et oui. Valérie, qui est l'organisatrice d'Artegouste, Valérie Franceschi. Valérie Franceschi, elle a amené Artegouste de Corté à Aléria. Et elle a implanté Artegouste à Aléria. Parce qu'elle est élue à Aléria. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, vous avez vous-même une compagne, elle a un compagnon, mais vous révolutionnez vos vies en peu de temps. 4 mois. 4 mois. 4 mois, vous vivez ensemble. Ouais. Et ça va jusque-là? Ah oui, ça c'est le jour du mariage où peu s'en faut. Quand je vous ai appelé pour venir dans cette émission, vous m'avez dit, je pensais que ça n'existait pas, ça. Ah oui, bien sûr, un coup de foudre, on voit ça dans les films, et on trouve ça joli, mais on ne pense pas que ça existe dans la vraie vie. Et puis quand ça vous arrive, c'est formidable, et ça continue d'être formidable. La preuve avec cette photo, ça sera la dernière d'ailleurs. C'est cool. Alors, on est en famille avec Valérie au centre, Adrien, son fils, donc mon beau-fils, et Maude, la compagne d'Adrien. Vous habitez encore souvent, hein, enfin, vous avez une maison maintenant du côté de Bonifacio d'ailleurs, je crois. Hein. En fait, on est à Aléria et on passe l'été à Bonifacio. Donc vous revenez extrêmement souvent en Corse. On vient et vous ne venez pas... Dès que notre emploi du temps nous le permet, nos voyages. Et bon, les voyages, en ce moment, il y en a peu. Donc, on essaye d'y venir le plus souvent possible. Et puis la Corse, effectivement, il y a la famille. Et puis, on va le dire en quelques mots, vous faites travailler aussi beaucoup d'artisans corses qui participent au macaron. On travaille avec un certain nombre d'artisans corses. Bien sûr, j'ai cité tout à l'heure la confiserie Saint-Sylvestre à Sauvère. Il y a Alain Valentini qui nous fournit du miel de maquis de printemps. Des gens comme Nicolas Stromboni, il y a beaucoup. Il y a Stéphane Aquaron avec l'Immortel, enfin, etc. La Corse est très présente chez Pierre Hermé. Ça sera le mot de la fin. La Corse est très présente dans les produits Pierre Hermé. Vous êtes très présent encore désormais avec Valérie. Venez, on va faire un petit selfie. Allez. Hein, pour immortaliser toujours le moment, le passage. Un beau sourire. Merci infiniment, Pierre. Merci infiniment. Merci. Comme ça. Voilà. Et à bientôt. À bientôt. Tout simplement. Au revoir.